Si je vous demandais de m'expliquer ce qu'est Internet, votre premier réflexe serait sans doute de vous demander si je ne viens pas d'une autre planète. Car pour vous qui regardez cette vidéo, il n'y a probablement rien de plus normal que d'utiliser Internet pour surfer sur la toile. La plupart de ceux qui entrent dans le monde du travail aujourd'hui n'ont même pas connu un monde sans Internet. Internet a d'ailleurs pris une place tellement importante dans nos vies que son accès est reconnu comme un droit fondamental depuis 2012 par l'ONU et depuis 2016 en France, au même titre, par exemple, que l'accès à l'eau courante ou encore à l'électricité. La question de savoir ce qu'est Internet, qui peut vous sembler évidente aujourd'hui, ne l'a pas toujours été. En 1995, c'est la question que pose l'animateur de télévision américain David Letterman à Bill Gates dans une séquence devenue virale, ironie de l'histoire, sur Internet. What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Dans cette séquence, David Letterman demande à Bill Gates de lui expliquer ce qu'est Internet. Bill Gates répond à cette question en décrivant un endroit formidable où tout le monde peut créer, publier, conserver et échanger des contenus nativement numériques. It's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. Nous comprenons tous où Bill Gates veut en venir avec son explication. Pourtant, ce qui se passe dans la suite de la séquence est révélateur du scepticisme ambiant de l'époque. They were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? L'animateur ne comprend pas pourquoi tant de bruit est fait autour de cette nouvelle technologie, Internet, alors que dans son exemple, la radio fonctionne très bien. Bill Gates assure qu'il y a tout de même une différence, une petite différence. There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, nous avons tendance à le comparer avec ce que l'on connaît déjà bien, quitte à parfois passer à côté des spécificités d'une nouvelle innovation. C'est ce qui peut conduire à ignorer ce qui semble au départ une petite différence. Ici, la capacité à enregistrer le son. Alors que c'est cette même différence qui va quelques années plus tard être le facteur majeur du bouleversement de l'industrie musicale. De la même façon, aujourd'hui, je vais vous présenter comment 3 innovations ayant eu lieu durant ces 10 dernières années vont avoir autant d'impact qu'Internet, malgré une incompréhension actuelle comparable. Ces 3 innovations sont les 3 briques principales de ce que nous appelons l'Internet de la valeur. Apprêtez-vous à explorer un endroit formidable où tout le monde peut acquérir, envoyer, conserver et échanger de la valeur nativement numérique. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce nouvel Internet n'aura plus besoin d'être expliqué, car il n'y aura probablement rien de plus normal pour vous que de l'utiliser. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur l'Internet de la valeur sans parler de Bitcoin, qui est l'incontestable élément déclencheur de ce nouvel Internet. Avec Bitcoin, nous tenons notre première des 3 innovations dont je veux vous parler. Par où commencer ? Pour toute innovation, il est important de comprendre le contexte de son émergence. Et c'est d'autant plus vrai pour Bitcoin. Lorsque Bitcoin apparaît, nous sommes en 2009, en pleine débâcle économique. Plus qu'une grave crise économique, c'est aussi et surtout une profonde crise de confiance vis-à-vis des banques commerciales et des institutions publiques chargées de les réguler. Pour certains, une constatation s'impose. Nous ne pouvons plus avoir confiance dans les banques commerciales et il va donc falloir faire comme elles sans elles. Tout du moins sur leur premier métier, le transfert d'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour transférer de l'argent, nous recourons peu à l'argent liquide. Bien souvent, nous passons par notre banque, que ce soit lorsque nous utilisons notre carte bleue ou que nous faisons un virement, par exemple. Le problème, c'est que ce que nous avons gagné en praticité par rapport à l'argent liquide, nous l'avons perdu en indépendance car nous devons demander l'autorisation à notre banque pour chaque opération. Dans ce contexte de défiance, les créateurs de Bitcoin souhaitaient proposer une solution numérique qui allie à la fois la praticité de ces nouveaux moyens de paiement tout en gardant l'indépendance permise par l'argent liquide. Une des premières questions qui m'est venue quand j'ai découvert Bitcoin, c'est pourquoi il avait fallu attendre des décennies pour que cette solution voie le jour. Pourquoi depuis le temps qu'Internet existe, aucune solution viable n'avait pu émerger avant 2009 ? Tout simplement parce que nous ne savons pas transférer de la valeur et par extension de l'argent nativement sur Internet. À chaque fois que nous souhaitons transférer de la valeur sur Internet, nous devons nécessairement passer par un intermédiaire, que ce soit une banque en ligne, PayPal, Lydia, etc. Pour bien comprendre, prenons l'exemple du passage du courrier ou courrier électronique. Lorsque vous envoyez un courrier, vous allez déposer celui-ci dans une boîte aux lettres jaune et votre destinataire le recevra quelques jours plus tard. Ce courrier, vous l'aviez à un moment donné, puis il est passé entre les mains de la poste, avant d'être reçu par votre destinataire.
Maintenant, si vous envoyez à la place un courrier électronique, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton « Envoyer » de votre messagerie pour que votre destinataire le reçoive sous quelques minutes grâce à la magie d'Internet. La différence majeure, c'est que vous n'envoyez rien en fait, vous copiez. Le courrier électronique que vous avez envoyé est toujours présent dans votre messagerie, comme il est aussi présent dans celle de votre destinataire. Par le passage du physique au numérique, le courrier a perdu une de ses caractéristiques principales, sa rareté. Nous n'avons plus un seul exemplaire d'un courrier, mais une multitude. Par conséquent, utiliser le verbe envoyer sur Internet est un abus de langage. Nous ne faisons que copier de l'information sur Internet. Internet marche donc très bien pour faire des opérations sur de l'information, mais ne sait pas le faire sur de la valeur. Nous comprenons tous que si j'essaie d'envoyer 10 € sur Internet et que je les ai toujours après l'opération, puisqu'il ne s'agit que d'une copie, il y a un problème. Et c'est à cause de ce problème que nous avons remis un intermédiaire dans la boucle. Une banque en ligne, PayPal, Lydia, etc. Fondamentalement, ce que Bitcoin a réussi à faire, c'est un nouveau réseau qui permet de garantir qu'une information est partie d'un endroit sans passer par un intermédiaire. Bitcoin crée le concept de rareté numérique, qui n'existait littéralement pas avant. En grossissant le trait, nous pouvons dire qu'Internet c'est pour faire du copier-coller et que Bitcoin c'est pour faire du couper-coller. Dans l'histoire de l'Internet de la valeur, la création de Bitcoin peut donc être considérée comme ce moment critique où nous arrivons pour la première fois à faire du transfert de valeur simple d'une personne à une autre. Je dis simple car Bitcoin n'a pas été conçu pour faire des opérations complexes sur de la valeur. Nous avons besoin pour cela d'une nouvelle brique, les smart contracts. Nous tenons notre deuxième innovation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un smart contract? Déjà, ce n'est ni smart ni un contrat, c'est simplement du code informatique permettant l'exécution d'opérations sur de la valeur et non plus seulement sur de l'information. Pour faire fonctionner ces smart contracts, nous utilisons des réseaux similaires à Bitcoin, le plus connu étant Ethereum. Maintenant que nous savons ce qu'est un smart contract, que pouvons-nous faire avec cette nouvelle innovation? Nous pouvons faire du transfert de valeur conditionnel d'une personne à une autre, ce qui ouvre la voie à une multitude de nouveaux cas d'usage. Afin de comprendre clairement, prenons l'exemple d'un échange sur un marché boursier entre deux personnes. Mettez-vous dans la situation où vous détenez une action d'une entreprise A que vous souhaitez échanger contre 100 €. Et justement, une personne a envie de vous acheter votre action à ce prix. Formidable, vous avez votre contrepartie. Cependant, vous avez le risque qu'au moment où vous lui remettez votre action, cette personne que vous ne connaissez pas ne vous donne pas en retour les 100 €. C'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. Dans cette situation, vous êtes d'accord sur les termes, mais vous ne vous faites pas confiance sur l'exécution. La manière de résoudre ce problème, c'est de passer par un intermédiaire de confiance. Cette opération marche très bien, sauf que cela prend plusieurs jours et qu'il ne reste pas tout à fait 100 € à la fin. Comment faire pour gagner du temps et de l'argent sur cette opération? C'est là qu'un smart contract peut avoir son utilité. Un smart contract va pouvoir conditionner l'échange à la bonne exécution des termes qui encadrent cet échange. Autrement dit, si vous déposez l'action de l'entreprise A dans le smart contract et si votre contrepartie déposait 100 € dans ce même smart contract, alors l'échange est effectué. Avec un smart contract, nous reportons donc notre confiance sur du code informatique plutôt que sur une personne ou un intermédiaire de confiance. Vous avez peut-être remarqué que je parle dans l'exemple précédent de déposer l'action de l'entreprise A et les 100 € dans un smart contract. Le code informatique a désormais la faculté de propriété. Le code informatique peut désormais posséder de la valeur. Et vous vous demandez peut-être comment ces opérations sont-elles possibles? Comment ces actifs, que sont les actions ou l'argent, peuvent-ils interagir avec des smart contracts? Pour rendre ces interactions possibles, nous allons faire appel à notre troisième et dernière innovation, la tokenisation. La tokenisation est un procédé permettant la représentation numérique d'un actif sur un réseau qui peut faire fonctionner des smart contracts, comme Ethereum par exemple. Par ce procédé, le concept de rareté numérique introduit par Bitcoin s'étend à d'autres actifs, de l'argent, des points de fidélité, des actions, des titres de propriété, etc., qui peuvent par la même occasion interagir avec d'autres smart contracts. Je dis d'autres smart contracts car la tokenisation elle-même s'appuie sur l'utilisation d'un ou plusieurs smart contracts qui vont permettre de générer, mettre à jour, détruire, en fonction de règles prédéfinies en amont, la représentation numérique d'un actif. Prenons l'exemple de Sorare pour bien comprendre ce qu'est la tokenisation. Sorare est un jeu en ligne où vous pouvez collectionner des cartes de joueurs de foot. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Pourtant, Sorare se différencie de la concurrence par une chose toute simple, mais incroyablement puissante. Vous possédez véritablement vos cartes. Chaque carte de joueur a un numéro d'identification unique généré par un smart contract. Par ce biais, les cartes possèdent une certaine rareté et une authenticité garantie. Par conséquent, même si les cartes ne sont pas physiques, nous sommes plus proches des cartes Panini que de Mon Petit Gazon. Nous avons nos trois innovations, les trois briques principales de l'Internet de la valeur. Si nous résumons, Bitcoin c'est la création du concept de rareté numérique, c'est l'élément déclencheur de l'Internet de la valeur. Mais le transfert de valeur,
reste simple. Les smart contracts, c'est la programmabilité de la valeur. La capacité à conditionnaliser le transfert de valeur est la deuxième brique, faisant sauter les barrières de la gestion de la valeur. Enfin, la tokenisation, c'est l'extension du concept de rareté numérique à d'autres actifs au moyen de la programmabilité. C'est la troisième et dernière brique, élargissant la portée de cette révolution.